Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur ce mécanisme du don à l'occasion des fêtes de fin d'année, don à des proches, mais aussi don, pourquoi pas, à une fondation. Un sujet que nous allons aborder avec deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sabine Desoir. Bonjour Sabine Desoir. Bonjour. Directrice déléguée du développement au sein de la Fondation de France. Vous allez nous expliquer un petit peu le mécanisme de don à une fondation. Pas que en fin d'année, mais on en parle en fin d'année, effectivement, parce que c'est un moyen de remettre le sujet sur la table. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Associé gérant chez Patrimonio Finance. C'est déjà Noël chez Patrimonio Finance, j'ai l'impression. Je me suis dit que pour une interview sur le don, il fallait mettre le pull adapté et voici. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et bien justement, on va commencer avec vous, Cédric Marc. Le mécanisme du don, comment le rappeler à ceux qui le connaissent déjà, comment l'expliquer rapidement aux particuliers qui nous écoutent? En fait, c'est un mécanisme qui permet de transmettre quelque chose à un organisme sans but lucratif et qui a un point très important, c'est que c'est sans contrepartie et de manière totalement désintéressée. D'accord. Donc c'est un don de somme d'argent, un virement, un chèque qu'on donne effectivement à un organisme de manière totalement désintéressée, à ne pas confondre avec les dons qu'on fait à ses enfants ou ses petits-enfants à Noël. Exactement. Il peut même y avoir aussi donc, des dons qui ne sont pas de somme d'argent, mais des dons en nature. D'accord. Donc, à travers par exemple des mécénats de compétences ou le fait par exemple que je prête à une association des bureaux ou que je prête du matériel. Voilà. C'est un sujet qui revient plus souvent en fin d'année que le reste de l'année. C'est un sujet, je veux dire, pas forcément qui devrait être traité plus souvent en fin d'année que le reste de l'année, mais est-ce que vous voyez qu'il y a plus de questionnements, par exemple, là en ce moment? Non, de moins en moins. C'est que ces problématiques patrimoniales, elles s'intègrent, elles s'intègrent tout au long de l'année. Si c'est juste pour donner en fin d'année pour la réduction d'impôts, oui, mais si c'est ça s'intègre dans une stratégie patrimoniale et comment je réfléchis avec le client pour pouvoir transmettre et donner de mon vivant pour intégrer ma famille, pour fédérer ma famille, ça se construit durant toute l'année. On reviendra sur le sujet fiscal. Avant ça, Sabine Desoir, le don à une fondation, ça se passe comment concrètement quand on s'appelle la Fondation de France? Alors nous, la Fondation de France, on a pour vocation de développer et de promouvoir la générosité. Donc on a un ensemble de causes qui sont choisies par la Fondation de France sur lesquelles on peut donner et s'investir pour contribuer à l'intérêt général. Peut-être pour préciser, vous disiez sans but lucratif évidemment, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'intérêt général au sens fiscal. Donc toutes les structures en capacité de recevoir des dons qui sont défiscalisés pour la plupart d'entre eux. Mais c'est ce qu'on appelle la conformité à l'intérêt général, c'est sans but lucratif, mais c'est aussi à la gestion des intéressés. L'ensemble de notre gouvernance est absolument bénévole. Et les causes qui doivent être soutenues doivent être d'intérêt général. Ça peut être la transition écologique, l'éducation. Le champ des possibles est assez vaste. La façon de donner est très variable. Le don le plus classique, c'est le don d'argent, qui est fait à peu près courant toute l'année. Mais c'est vrai que nous, on peut observer qu'à peu près 20% de la collecte de fonds se passe sur les dernières 6 semaines de l'année. Pour être dans la dernière ligne droite sur sa fiscalité, sur l'impôt sur le revenu. C'est la question que j'avais posée, c'est vous pensez que c'est un lien fiscal ou c'est un... Il y a ceux qui veulent absolument avoir fait leur don avant leur année fiscale sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, le secteur économique est aussi très contributeur. D'accord. Donc c'est intéressant de le dire, une personne morale peut faire un don à une fondation. Ouais. Le marché global de la générosité en France, c'est 9 milliards d'euros. Et 30%, c'est des entreprises qui contribuent à l'intérêt général en soutenant des associations et des fondations. Mais sur la partie des particuliers, ça peut être sur l'impôt sur le revenu, donc ça, le don est fait avant la fin de l'année. Il y a une accélération en fin d'année, soit qu'on s'intéresse au sujet de sa générosité dans le dernier moment, soit qu'on en parle en famille à ce moment-là. Sinon, pour les dons qui sont sur l'IFI, qui est un impôt un peu plus spécifique dont la défiscalisation du don est réservée aux fondations, à ce moment-là, les dons seront plutôt concentrés en avril-mai. D'accord. Globalement, les dons au moment où on remplit la déclaration. Exactement. Voilà. Mais après, les dons sont faits de façon naturelle, par virement, par chèque ou par carte bleue directement sur le site de la Fondation de France. Avant de revenir sur le mécanisme de la fiscalité, juste un petit rappel, la Fondation de France abrite plusieurs fondations, si je ne dis pas de bêtises, qui ensuite sont dédiées à des causes différentes. Le principe d'une fondation, c'est qu'ensuite, l'argent, une fois qu'il est donné à la fondation, reste dans la fondation et est utilisé aux fins de la cause de la fondation. Exactement. Alors en fait, créer une fondation abritée, c'est un des mécanismes de la générosité pour les projets les plus ambitieux. Pour créer une fondation abritée chez un abritant, en l'occurrence à la Fondation de France, il faut que le don minimum soit de 200 000 €. D'accord. Donc il y a une barrière à l'entrée systématique, en tout cas pour ces projets-là. Effectivement,
effectivement, quand on crée sa fondation abritée, on la dote d'un montant financier et aussi on lui donne un objet propre. Chaque fondation peut concourir à un objet qui est différent. On a des fondations familiales qui travaillent exclusivement, par exemple, sur la lutte contre le décrochage scolaire. D'accord. Et d'autres qui vont travailler sur des questions de transition écologique. La fondation, une fois qu'elle est créée, en fonction de son montant, soit elle redistribue des subventions à des associations, soit pour les montants les plus importants, ces fonds sont placés et ils génèrent des revenus, et ce sont les revenus qui sont distribués à des associations. Cédric Marc, un point fiscalité, parce qu'effectivement, on a vu quand même que le marché de la générosité, comme vous l'avez dit, est obligé de tenir compte du calendrier fiscal. Concrètement, quand on est particulier, puis quand on est entreprise, qu'est-ce que ça change ? Enfin, quelle est l'incidence fiscale d'un don ? Bon, ça c'est une question facile. Ouais. Merci Nicolas. Merci, Nicolas. Bon, pour les particuliers, en fait, le principe général, c'est que vous avez une réduction d'impôt de 66% des sommes que vous donnez, dans la limite de 20% de votre revenu fiscal déclaré. D'accord. Si vous êtes très généreux cette année et que vous donnez plus de 20%, c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien. Et vous avez la possibilité de reporter sur les 5 années suivantes l'excédent que vous avez versé. Non, mais c'est intéressant, par exemple, si on a eu des revenus plus conséquents cette année du fait, par exemple, d'un salaire variable ou autre, on peut faire des dons plus conséquents et reporter pour les années suivantes, effectivement, la réduction d'impôt. Exactement. On a un cas particulier, c'est que pour les associations qui vont donner un gros coup de pouce pour les personnes en difficulté, c'est-à-dire donner des repas, donner des soins ou les héberger, là vous avez un coup de pouce fiscal qui est de 75% dans la limite de 1 000 € de réduction d'impôt. Et après, c'est 66%. Donc ça, c'est sur la partie impôt sur le revenu. Sur la partie IFI, c'est très simple. C'est une réduction de 75% dans les limites de 50 000 € des sommes que vous mettez pour réduire à l'IFI, pour autant que l'association, elle soit, agréée à recevoir des fonds dans le cadre d'une réduction IFI. Ça, c'est sur la partie particulier. Sur la partie société, là, les montants sont un petit peu plus importants, ce qui explique d'ailleurs que leur contribution en pourcentage soit plus important. C'est que vous avez donc 60% de réduction dans la limite de 2 millions d'euros. D'accord. 40% au-delà. Et vous avez en fait un plafonnement sur ces 60% quoi de l'impôt sur les sociétés, de l'IS ? En fait, vous avez la possibilité de donner 5 dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. D'accord. Ou 20 000 € si c'est plus intéressant pour vous. Et ça vous permet d'avoir donc une réduction d'impôt qui va être directement imputable sur votre impôt sur les sociétés. Sur votre impôt sur les sociétés, donc ça passe en charge quelque part, effectivement, avant le calcul de l'impôt sur les sociétés. Et alors, une question, mais d'ailleurs pour vous deux, on va commencer avec vous, Cédric Marc. Quel intérêt, lorsque l'on a les moyens, lorsqu'on a effectivement un patrimoine conséquent, de créer sa propre fondation ? Peut-être un moyen en matière de gestion de patrimoine, puis après je vous poserai la question par rapport à toutes celles qui existent. Globalement, quel intérêt d'en créer une supplémentaire, Cédric Marc ? C'est lorsqu'on est investi d'une idée qu'on a envie de donner d'une manière très active, selon son prisme. De donner, de transmettre, de fédérer, un message à sa famille. Mais dans une stratégie de gestion de patrimoine, est-ce que c'est un outil qui permet une stratégie particulière ? Ça permet de pérenniser. Au-delà du décès du fondateur ou de la fondatrice. Quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui n'existe pas déjà, dans une autre fondation. Et voilà, donc c'est un beau message que l'on transmet, y compris, je pense, à sa famille et aux autres. Sabine Desoir, même question, la création de fondations, effectivement, ça vient alimenter les sommes, mais ça vient aussi faire grossir quelque part le nombre de fondations existantes. Oui, peut-être pour préciser, en fait, dans le cadre d'une gestion patrimoniale, la création d'une fondation ne s'inscrit pas dans le cadre d'une gestion patrimoniale puisqu'on se dessaisit des sommes de façon irrévocable, c'est bien un don qui est fait. Donc il peut y avoir un calcul fiscal qui est fait, mais globalement, c'est bien le projet qui prédomine. C'est le fait de transmettre à ses enfants des valeurs, d'avoir effectivement un combat commun. On a des cas assez réguliers de gens qui souhaitent rendre à la société, des chefs d'entreprise qui cèdent à un moment et qui se dotent d'un patrimoine. C'est assez rare qu'on arrive à pérenniser une fondation dans le temps, puisqu'en fait, la vocation d'une fondation, c'est de financer des projets. Donc l'argent est redistribué de toute façon à des associations.
associations. La pérennisation des fondations, c'est quand on est sur des dotations qui dépassent plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais ça se transmet une fondation. On peut transmettre la gouvernance, mais une fondation abritée, elle est sous l'abri de la Fondation de France, qui est le seul véhicule moral. Si vous ne souhaitez pas la transmettre, c'est la Fondation de France qui continue à la faire fonctionner jusqu'à la fin. En revanche, ce qui est très important, et nous, ce sont des opérations qu'on fait de plus en plus, si jamais il y a une approche plutôt patrimoniale, c'est par exemple dans le cas d'une cession d'entreprise, un entrepreneur qui va décider de ce que sera sa vie d'après. En général, la philanthropie est un des sujets dans lesquels il peut s'investir. Bien sûr. Et il peut donner à sa fondation des parts de la société avant de la céder, ce qui nous permet de faire une opération très bénéfique pour la fondation, puisqu'elle cède la part des sociétés en même temps que l'entrepreneur. Et la partie qui appartient à la fondation est exonérée de toute flat tax. Donc on a des fondations qui sont dotées financièrement de façon beaucoup plus ambitieuse et qui peuvent après s'adresser à un sujet de générosité. Après, l'idée n'est pas de créer... Nous, on abrite 977 fondations. On a à peu près les 2/3 du secteur qui est abrité à la Fondation de France. L'idée n'est pas d'augmenter le nombre de fondations abritées et de fondations existantes. L'idée, le projet, c'est d'augmenter le nombre de fonds distribués à l'intérêt général. Bien sûr, peu importe le moyen. Peu importe le moyen, exactement. D'accord, je comprends. Le sujet philanthropie, Cédric Marc... Vous le voyez évoluer depuis ces dernières années dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients, cette volonté de donner du sens à son épargne, ça peut passer par effectivement un certain nombre d'investissements. Est-ce que le don, la philanthropie revient aussi souvent dans les discussions ? Bien évidemment, Madame l'a évoqué à des moments clés de la vie d'une personne ou d'une entreprise. Mais je crois que le gros accélérateur, c'est lorsque, en 2009, dans le cadre de la loi TEPA, il y a eu la proposition de pouvoir mettre en place des fonds de notation. Et donc ça a été particulièrement suivi auprès des clients particuliers. Une fonds de dotation, ça permet, lorsque vous avez une idée et que vous voulez être en fait maître de cette idée et que vous êtes entrepreneur, dans ce schéma-là, à partir de 15 000 euros et pour autant qu'elle soit déclarée en préfecture, de pouvoir commencer à structurer d'une manière raisonnée un projet philanthropique. D'accord. C'est la première étape avant le don à une fondation, si je comprends bien, ou c'est... En fait, c'est des problèmes de taille. Si vous avez un budget à partir de 15 000, vous faites une fonds de notation et parce que vous avez envie de vous en occuper et d'être impliqué. Si vous avez au moins 200 000 à la Fondation de France et que vous n'avez pas envie de vous investir totalement dans l'organisation, vous vous faites abriter par une fondation plus grosse, telle que la Fondation de France. Je crois qu'il y en a 1600 aujourd'hui, en France. Et puis, si vous êtes un petit peu plus riche et que vous avez envie de pérenniser, et puis aussi peut-être parce que vous avez un schéma que vous voulez, ou un secteur d'activité que vous voulez aider particulièrement et que vous avez au moins 1,5 million d'euros à donner, vous le faites dans le cadre d'une fondation qui sera la vôtre. Sabine Desoir, alors on est dans une émission sur la gestion de patrimoine, mais il n'empêche qu'on parle aussi à des particuliers. Si on a 50 euros ou 100 euros, on peut faire un don quand même à la Fondation de France, à la fondation. Il n'y a pas de petit don à la Fondation de France, il n'y a pas de petit don dans l'intérêt général au sens large. Les besoins des associations sont absolument criants, donc il n'y a absolument aucune. Le moindre petit don, la moindre volonté de s'investir dans l'intérêt général. La différence, c'est qu'effectivement, quand on a un plus gros patrimoine, on peut avoir son propre véhicule. Peut-être pour préciser ce que vous disiez, en fait, un fonds de dotation est peut-être plus accessible en termes de montant, mais on est très seul dans la gestion opérationnelle et donc la question de l'abri, que ce soit à la Fondation de France ou ailleurs, il y a des très grandes fondations abritantes, notamment Caritas ou les apprentis d'Auteuil qui travaillent extrêmement bien. La question de l'abri, c'est de ne pas rester seul dans la mise en œuvre de son projet et donc de pouvoir avoir plus d'impact ensemble. C'est bien ça le sujet aujourd'hui. Les fondations reconnues d'utilité publique à partir d'1,5 million, ça demande un vote au Conseil d'État et on a l'État à sa gouvernance. C'est pas pour tout le monde. Une dernière question très rapidement, puisqu'on dépasse déjà le temps, sur les thématiques que vous constatez. Est-ce qu'il y a des effets de mode ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont un peu laissées sur le côté et qu'il faudrait peut-être remettre sur le devant de la scène ? Il n'y a pas vraiment d'effet de mode. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, les philanthropes privés qui s'attaquent à l'intérêt général, ou en tout cas qui s'investissent dans l'intérêt général, les deux grands sujets dominants depuis quelques années, c'est l'action sociale, évidemment, et l'éducation. Il commence à y avoir une prise en compte des questions de transition écologique, mais on est encore très loin des besoins. Merci beaucoup Sabine Desoir, merci Cédric Marc de nous avoir accompagnés dans Enjeux Patrimoine et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.